Alors, la Constitution marocaine de 2011, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, on va voir ensemble que c'est bien plus qu'un simple texte de loi, c'est vraiment le plan directeur, celui qui dessine le Maroc d'aujourd'hui. Et ça commence fort, dès les premiers mots. Regardez cette phrase du préambule. Ce n'est pas juste de la poésie juridique, non, c'est une véritable promesse. Une déclaration d'intention très claire qui va nous servir de fil rouge. Alors justement, commençons par le tout début, le premier pilier, l'identité. Qu'est-ce qui fait l'âme de la nation marocaine selon ce texte fondamental? En gros, c'est quoi être marocain? Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez bien, arabo-islamique, amazigh, saharo-hassani, et puis tous ces affluents, africains, andalous, hébraïques, méditerranéens. Ce n'est pas juste une liste qu'on énumère, c'est un véritable tissage. La Constitution nous dit que la force du Maroc, c'est justement cette convergence de toutes ces richesses pour ne former qu'une seule nation, une et indivisible. Et cette idée d'unité dans la diversité, on la retrouve très concrètement avec les langues. L'article 5 est super clair là-dessus. Il ne dit pas juste « voici nos langues ». Non, il place l'arabe et l'amazigh sur un pied d'égalité comme langues officielles. C'est une reconnaissance hyper forte du pluralisme culturel, inscrite noir sur blanc au cœur de l'État. Ok, maintenant qu'on a vu l'identité, passons à l'architecture. Comment tout ça s'organise? Comment le pouvoir est-il structuré? Alors là, on a l'article 1er, et c'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Ça fait beaucoup de mots, mais décortiquons ça simplement. Constitutionnelle, ça veut dire que même le pouvoir du monarque est encadré par la Constitution. Démocratique et parlementaire, le pouvoir vient du peuple qui élit un parlement. Et sociale, l'État a un devoir de justice sociale. Et tout ça, bien sûr, repose sur le grand principe de la séparation des pouvoirs. Bon, on a la structure de l'État, mais quid des citoyens dans tout ça? Quelles sont les garanties, les promesses que la Constitution fait à la population? Et là, la liste est longue, on va pas tout lire, mais regardez un peu. Droit à la vie, bien sûr, c'est la base, mais aussi la sécurité, la protection contre la torture, la protection de la vie privée, et ça va jusqu'à la liberté d'expression, la liberté de la presse, et même le droit de grève. C'est vraiment un bouclier de droits fondamentaux qui est mis en place. Et au milieu de tous ces droits, il y en a un qui est particulièrement mis en avant, l'égalité. L'article 19 est sans ambiguïté. Il dit que l'homme et la femme jouissent des mêmes droits à égalité. Ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est un vrai principe constitutionnel. L'État doit œuvrer pour la parité. C'est un marqueur très fort de modernité dans ce texte. D'accord, on a le cadre, on a les droits. Mais concrètement, comment ça tourne, cette machine? Qui fait quoi? Comment le pouvoir est-il partagé au jour le jour? Alors au sommet, on trouve le roi. L'article 42 nous dit qu'il est le chef de l'État, mais son rôle est très spécifique. Il n'est pas dans le jeu politique quotidien, il est au-dessus. Il est le symbole de l'unité, le garant de la Constitution. C'est l'arbitre suprême qui s'assure que tout fonctionne, que l'État perdure. Et face à ce rôle de garant, on a le Parlement. Lui, il représente la voix du peuple. Sa mission, elle est claire et triple. D'abord, voter les lois. Ensuite, contrôler ce que fait le gouvernement. Et enfin, évaluer si les politiques publiques sont efficaces. C'est en quelque sorte le cœur de la vie démocratique du pays. Ensuite, il faut un moteur pour faire avancer la machine. C'est le gouvernement. Avec à sa tête le chef du gouvernement, son job, c'est l'action, l'exécution. C'est lui qui prend le programme politique et le transforme en action concrète. C'est lui qui gère le quotidien de l'administration. Attention, petite subtilité importante au sein de ce pouvoir exécutif. Il y a deux réunions différentes. D'un côté, le Conseil des ministres, qui est présidé par le roi. Là, on parle des grandes stratégies, des sujets les plus importants. Et de l'autre, le Conseil du gouvernement, présidé par le chef du gouvernement. Là, c'est plus opérationnel. On parle des projets de loi, des décrets. Cette distinction est essentielle pour comprendre l'équilibre des pouvoirs. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier. Mais comment on s'assure que cette belle structure est respectée et qu'elle dure dans le temps? Quels sont les garde-fous? Oui, la question est là. Qu'est-ce qui rend une constitution solide, presque permanente? C'est un engagement pour des générations après tout. Alors qui sont les gardiens du temple? Le premier gardien, le voici. La Cour constitutionnelle, c'est le gendarme de la Constitution. L'article 134 est très clair. Ces décisions sont finales, sans appel, et s'imposent absolument à tout le monde, au gouvernement, au Parlement, à tous. C'est elle qui a le dernier mot pour s'assurer que le jeu se déroule selon les règles. Et puis, il y a le verrou de sécurité ultime, l'article 175. Il nous dit qu'il y a des choses auxquelles on ne peut tout simplement pas toucher, même avec une révision constitutionnelle. C'est gravé dans le marbre. De quoi s'agit-il? La religion musulmane, la monarchie, le choix de la démocratie et les droits et libertés fondamentaux. C'est le noyau dur, le socle de la nation qui ne peut pas être modifié.
Et voilà, on termine sur cette idée, et finalement, une constitution, et celle du Maroc de 2011 en est un parfait exemple, c'est un exercice d'équilibriste. Comment faire cohabiter un héritage, une histoire, des traditions, avec la promesse d'un avenir démocratique et moderne. C'est tout le défi, un défi qui n'est jamais vraiment terminé au fond.